Bonjour, nous sommes le... Ah, je sais plus combien on est là. Je suis pas sûr qu'il arrive. On est le... Bah non, on est le combien? On est le... Bah je sais pas hein. On est le 19 octobre. Il est 11h50. Et il y a des voitures autour de moi. Et j'ai une sorte de perche à selfie, je sais pas. Donc là je vais aller à mon école, donc je vais manger au Crous, mais il y en a pour facile donc 40 minutes. Donc c'est une question de voir comment rentabiliser ces temps-là, ces temps de... Je peux dire, là, je peux faire des vidéos pour ce truc-là de comment sur ce trajet-là, un trajet d'une demi-heure de marche, ça peut aussi être une demi-heure de parlotte et de développement d'une pensée. Donc du coup on ne voit rien, on ne voit. Je sais pas comment je pourrais faire pour faire tenir la caméra plus facilement, mais ça serait. Le problème c'est que alors la question c'est est-ce que je me filme ou est-ce que je m'enregistre en audio, sachant que si je m'enregistre en audio je peux faire comme si je parlais au téléphone, ce qui est moins bizarre, alors que ce film dans la rue, je trouve que tout de suite c'est suspect. Quelque chose qui va pas. Et je remarque que ça peut toujours faire comme si je regarde une vidéo ou un truc comme ça, mais faut pas non plus. Ou alors j'essaie de m'en foutre. Enfin, je peux travailler là-dessus en disant que j'essaie de m'en foutre et que ce qui compte c'est ce que je fais et pas les réseaux sociaux, etc. Enfin un truc comme ça. Donc la question du coup de l'art. Ouais, on peut le dire comme ça, voilà. Je suis dans une posture un petit peu pas artistique, mais c'est pas un peu trouble quand même. Voilà, je fais mon truc et je me préoccupe pas du reste. Mais en même temps, c'est comme si, comme toujours que je me dise, mais il n'y a pas de sous-rituel ou de... Donc toujours inclus dans des rituels. Donc, comment intégrer au sein d'un rituel social un rituel qui serait plus artistique, mais qui serait pas séparé comme tel. Bon. Bref, je regardais des vidéos sur la question... donc c'était des vidéos d'une chaîne qui est SOS Art. Et c'est une chaîne assez chouette, je trouve, pour le coup. Parce que ça parlait du coup d'art de masse, d'art populaire, et d'art aussi d'élite, enfin en tout cas d'art contemporain, dans ce cadre d'un art savant. Et ça pointait bien du doigt la question de la distinction de la classe sociale et des codes qui étaient liés. Et c'est vrai que tout de suite, avec ces grilles de lecture, tout de suite je peux plaquer un ensemble de ressentis beaucoup plus facilement. C'est vrai que c'est comme si l'angoisse que je ressentais par rapport à l'école était toujours et que là du coup devenait plus présent maintenant, peut-être aussi parce que j'en ai plus conscience ou parce que c'est plus fort, je sais pas, bon. Mais en tout cas, ou parce que c'est la fin aussi simplement, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une confrontation en fait de classe. Hein, j'ai trouvé des choses aussi de l'ordre de la violence symbolique et de l'ordre de l'habitus. Chez Bourdieu, donc il y aurait 4 trucs, hein. Bon, 4 petits points. Il y a un capital économique, bon ça on connaît, hein. Il y a un capital social, qui est donc la capacité à pouvoir mobiliser un réseau de personnes haut placées, en tout cas qui sont déjà intégrées, donc voilà c'est... Et puis, et donc il y a aussi un capital culturel, donc qui est aussi justement un ensemble de savoirs, de codes, de savoir-faire, de manière de se comporter pour pouvoir parler bien à la bourgeoisie, donc les codes formels en fait, bourgeois. Et puis aussi un capital symbolique, hein, qui est une sorte de présence, un peu une aura qui fait que voilà, on a on est PDG, donc du coup on a quelque chose de beaucoup plus, d'une aura qui est comme nous, enfin j'ai pris comme une aura un petit peu, mais voilà. Et je me dis c'est pareil aussi quand on est un peu intellectuel ou artiste ou quoi, il y a une sorte de capital symbolique en fait, qui fait que on a une position privilégiée, une position qui d'un seul coup nous permet de briller face un peu aux yeux, juste par notre position sociale, pas parce qu'on fait, mais par un statut quoi. Il y a un statut comme ça, un statut un peu de ce fameux statut de demi-dieu artistique qui constitue un capital symbolique. Et
Et en fait, c'est tout ce truc-là, en fait, quelque part. Et je me dis, mais tous ces capitaux-là aussi, ils sont toujours relatifs. C'est-à-dire que capital économique, c'est relatif à la monnaie, mais la monnaie, c'est toujours relative à une dette. La monnaie, elle ne définit pas une richesse, elle définit pas des objets. Elle définit toujours un certain rapport de confiance à la capacité à échanger ces objets-là. C'est toujours l'idée de la dette, un peu. Hein. Le capital social, pareil, on peut mobiliser des gens, etc. Mais on connaît des relations, on est dans un système. Mais c'est aussi des formes de dette sociale, un petit peu de je t'aide, tu vas m'aider, parce qu'on va être. C'est une question d'un petit peu de réseau, mais bon, on peut se dire aussi quelque part qu'un réseau populaire, c'est aussi du réseau, pourtant c'est pas du capital social. Enfin, la mafia, par exemple, elle a son capital social, qui n'est pas le même que celui de la bourgeoisie. Et bon, il y a un truc comme ça, je sais pas trop si ça veut dire grand chose, mais. Et pareil pour un capital symbolique, c'est toujours relatif en fait. C'est comme si le capital était, enfin, même le capital culturel aussi. On peut connaître beaucoup de choses d'une culture populaire, d'une culture communautaire, mais ça suffira pas parce que ce qui compte c'est de connaître le capital culturel de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'art contemporain, etc. Après c'est pas aussi simple, hein, en tout cas c'est vrai que c'est ce rapport-là un petit peu. Le capital est toujours relatif en fait à une fonction donnée. Il est relatif à une linéarité quoi. La question serait comment s'effectue cette capture-là. Qu'est-ce qui fait que c'est ce capital-là qu'est-ce qui fait que un nombre de connaissances va être acquis selon un capital et selon une certaine linéarité et pas une autre. Voilà, qu'est-ce qui fait que tel objet va être apprécié va être considéré comme capital et pas tel autre. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc il y a ce phénomène de capture hein, qui était là. Et notamment d'un côté art populaire, il y a un truc que j'aimais bien. Parce que c'est marrant parce qu'à l'école des fois j'ai parlé d'art populaire et c'est comme si on regardait avec des gros yeux. Comme si ça n'existait pas ou que c'était un peu mauvais ou je sais pas, il y avait un truc qui était bizarre. Et quand des fois j'ai essayé de parler de Marx aussi, alors Marx était intégré comme philosophe, etc. Mais il y avait une sorte de suspicion aussi. Hein, c'est comme si on me suspectait un peu. Il y a quelque chose, je sais pas trop quoi. Mais voilà, et que je me souviens, je l'ai dit, donc j'étais une fois j'avais dit bah voilà que moi je voulais aller donc du coup aller à Shanghai parce que la vision qu'avait Paul de Vautour, bon c'était peut-être pas aussi vrai que ça bien sûr, mais la vision qu'avait Paul de Vautour était une vision un peu marxiste. J'entendais parler un peu une vision économique, en fait, une vision économique qui s'entend aussi sous une forme, pas forcément de lutte des classes, mais dans un rapport d'exploitation, en fait, aussi. Donc le moteur de l'économie est un moteur, voilà, la baisse tendancielle du taux de profit, toutes ces choses-là, c'est les concurrences et tout, c'est des concepts qui viennent pas que de Marx, hein, mais qui ont quand même été avancés par Marx aussi, donc moi c'était une grille de lecture, quoi. Et on m'a dit oui mais bon Marx quand même attention parce que bon c'est une grille de lecture un peu galvaudée machin, faut avoir une pluralité et comme ça on voulait s'en méfier. Je suis d'accord que faut pas prendre tout au pied de la lettre de Marx mais voilà, par exemple c'est vrai que Bourdieu, en fait je me dis mais Bourdieu finalement on m'en a très peu parlé en école d'art, ça me surprend presque en fait parce que je me dis mais finalement voilà les rares profs peut-être qui m'en ont parlé c'est peut-être ceux qui sont un peu concernés par ces questions là et je crois qu'en effet, il y a un esprit bourgeois. Il y a un esprit bourgeois en école d'art qui reproduit du coup un art d'élite. Hein, et il y avait ce truc-là qui était intéressant dans la vidéo SOS Art là. C'était que l'art d'élite, justement, enfin qui était appelé comme tel en tout cas, était un art qui se revendiquait universel et qui se voulait s'opposer à un art populaire, à un art un peu du bas peuple et tout ça, parce que cet art-là populaire était un art communautaire. Mais en fait, l'art d'élite est aussi communautaire à sa manière. Il défend une certaine vision de l'histoire, une certaine vision bourgeoise des choses, qui s'implique comme étant le seul art légitime, qui se base sur des pratiques. On pourrait se dire aussi, bon ben voilà, l'art contemporain c'est large, c'est ouvert, il y a plein de choses, etc. Je sais pas, je suis pas très convaincu. Enfin, je pense qu'en tout cas que la pratique, peut-être qu'en effet, dans ce qui est montré, il y a pas mal de choses qui doivent être montrées et qu'il y a tout un ensemble d'esthétique, etc. Mais la pratique culturelle, par contre, ce qui la sous-tend, c'est-à-dire le fait d'aller voir des œuvres dans des musées, dans des white cubes, dans des espaces consacrés, donc sacrés d'ailleurs, hein, sacrés et consacrés à ça, c'est quelque chose qui
c'est quelque chose qui s'apparente, pour le coup, à une pratique très normalisée. Voilà, qui inclut le spectateur d'une certaine manière, qui divise justement celui qui produit, celui qui consomme, etc. Donc il y a dans l'art populaire, la transmission se fait très différemment, il y a une langue qui se repartage, etc. Alors je ne veux pas non plus survaloriser la question de l'art populaire en tant que tel, et peut-être que c'est juste aussi de dire que c'est peut-être pas... Est-ce qu'on a parlé d'art populaire, est-ce que l'art ne s'est pas justement construit comme étant un art bourgeois? Mais dans ce cas, ça veut dire que quelque part, quand l'art se confond avec la culture, ça pose un gros problème. Voilà. Et que peut-être que ce qui m'intéresse, c'est plus la question culturelle que la question artistique. Peut-être que ce que je veux être, c'est plus être quelqu'un qui est un acteur dans le champ de la culture, dans le champ des cultures d'ailleurs, plutôt que dans le domaine de l'art, qui en fait c'est plutôt une culture bourgeoise. Parce qu'historiquement, ça a l'air d'être appliqué comme ça, finalement. Donc en prenant ce point de vue-là, ça change complètement beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que quelque part que, voilà, quand on parle d'art, de quoi on parle aussi. Alors, je me dis parce qu'il y a bien une différence entre l'art de masse et l'art populaire. L'art populaire, c'est un art qui se transmet par le peuple pour le peuple. Par exemple, des contes, des fables orales. Bon, je pense aussi, moi, bon, c'était pas cité, mais à Pierre Sanso, hein, qui parle plutôt dans les cafés, que chacun prend un rôle, que ça, c'est une sorte de petit théâtre social aussi qui est joué. On rejoue une culture, un mode d'être en fait social aussi. Bon, ça c'est plus pour la question même du rite en fait et des rôles de chacun. Et l'art populaire, bon, ce qui est cité, c'est voilà, les fêtes populaires par exemple, les fêtes populaires, les foires, les choses comme ça, bon, les danses, les musiques, qui justement depuis pas longtemps se font un peu, alors peut-être pas bouffer, mais en tout cas se sont mis un petit peu en lien avec un art de masse, ce qui est un peu autre chose. L'art de masse, c'est autre chose quand même, c'est lié à la reproduction technique, c'est lié à c'est un art industriel, hein, c'est l'industrie quoi. Donc c'est un art qui est fait par les gens qui peuvent se permettre. J'aurais peut-être dû laisser la place. Et qui fonctionne différemment en fait, qui standardise aussi beaucoup. En même temps, je trouve qu'il y a d'autres dynamiques en fait. La question c'est peut-être comment on pourrait populariser les arts de masse, dire revendre, se réapproprier l'art de masse qui est comme un art industriel. Et voilà. Et quelque part, il y a aussi une fonction qui était dite aussi, c'est que la fonction communautaire de l'art populaire, qui moi me plaît pas non plus tant que ça, elle fait que voilà, quelque part, enfin c'était pas tout à fait dit comme ça, mais moi je l'ai ressenti comme tel un peu. Il y a une sorte de... Alors on est tous un petit peu obligés de participer au truc quoi. Il y a un côté, on fait du commun mais il n'y a pas d'individualité quoi. Alors qu'en effet, il y a un côté un peu collectivisante quoi. Voilà, mais quelque part ce côté collectivante là, empêche aussi quelque part une forme de construction d'individualité que je trouve quand même assez importante. Alors du coup comment alors là où la bourgeoisie justement dans son rapport à l'art autonome, alors autonome ça veut dire exposé. Je sais pas si ça veut dire vraiment ça l'autonomie, mais j'ai du mal avec ce terme-là, je crois que c'est pas trop c'est un peu bizarre, mais que c'est ici, hop là, la question de l'art, hein, je disais quoi, oui, l'autonomie individualisante, voilà, que quelque part que l'art devient simplement une question de goût et que du coup on peut apprécier ou pas un objet. Et on peut comme ça comparer ses goûts, soi-disant, parce qu'en fait c'est pas si vrai que ça, parce que bon, si on regarde les classes bourgeoises, il y a justement un goût qui est accepté par un autre. Alors voilà, bon, mais bon, dans le principe, ça me plaît pas mal ce truc-là de une sorte de démocratie esthétique qui ferait que on pourrait se confronter à plein d'objets différents et pouvoir s'identifier ou pas à des objets. Et donc comme ça, on s'individualise aussi. Et je crois que là-dedans il y a un moteur aussi, quasiment entre guillemets révolutionnaire, qui est pas qui analyse différemment le désir. Je sais pas s'il est révolutionnaire d'une certaine manière, mais il y a un côté quelque part que, voilà, si par exemple dans l'art populaire, parce qu'il y a un côté comme ça aussi quelque part, c'est comme si, j'essaie de voir comment ça se lie à mon parcours et à mon trajet aussi, à mon trajet sociologique, qui est un peu bizarre en fait, c'est un peu bâtard, j'ai l'impression d'être un peu un bâtard en fait. Il y a un côté comme ça, hein, je me balade entre des trucs qui ont rien à voir.
c'est vraiment chaud, quoi. Ouais, que la trajectoire, par exemple, de Édouard Louis, en tout cas, bon, c'est très schématique, hein, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu la même. Voilà, il est dans un espace social donc lui, il est là en tant qu'homosexuel. Alors, on suppose que l'homosexualité est quelque chose d'inné, on va pas me dire que c'est acquis, hein, parce que c'est compliqué un peu. Mais bon, moi, je le vois aussi un peu comme ça, hein, c'est un truc un peu, en tout cas, qui vient qui est déjà là, en fait, c'est pas un truc qu'on apprend. Mais bon, en même temps, ça essentialise aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit peu... Et en même temps, on peut essentialiser. Donc lui, du coup, part d'un... C'est compliqué de parler quand il y a plein de gens autour, quand même. Et en plus, je pense que le son va pas être terrible, même. Lui part d'un milieu où... Un milieu de la campagne assez dur, quand même. Où il est rejeté de par son homosexualité, ou en tout cas de par parce qu'il ne respecte pas les codes de la masculinité. Et c'est pour ça qu'il il trouve un échappatoire dans un monde intellectuel, je vais pas dire forcément la bourgeoisie, mais un monde intellectuel qui se relie à une bourgeoisie aussi, et un monde intellectuel et artistique, littéraire. Et en même temps, c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire que il y a ce côté transclasse, c'est-à-dire que de névrose de classe, si je reprends un terme de Laurent de Gaulle-Jacques, que je n'ai pas lu du tout, mais son livre a l'air assez bien. Donc, bon. Et en même temps, du coup, il y a un côté un peu bâtard, hein, dans le sens où, enfin, bâtard, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est dans le sens où quelque part, il y a des choses un peu opposées et qu'il est un peu l'enfant de ces deux choses-là. Et je sais, mais moi ça, je me sens un peu comme ça aussi, je crois. C'est-à-dire que il y a ce côté un peu bâtard d'un côté d'avoir voulu fuir une sorte de campagne assez dure, et aussi du côté de ma famille, même si c'est plus subtil parce que c'est quand même il y a eu un revirement, donc comme je dis en tant qu'instituteur, mais qui viennent des familles paysannes et ouvrières, ce qui fait que ça entretient des conflits en fait entre différents habitus. Voilà. Et c'est comme si en effet donc il y a un concept de Bourdieu d'habitus, hein, c'est un ensemble de codes et de normes sociales qu'on intègre, qu'on a l'impression que ça vient de nous, mais en fait ça vient d'un système social. Et là c'est comme si en fait, je me sentais un peu comme si justement ma présence dans l'école d'art, alors même que moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup quand même la question artistique, parce que j'ai l'impression que là-dedans il y a un vecteur de libération, il y a beaucoup de choses qui me parlent aussi, pas tant dans le côté de l'art contemporain, mais dans les outils même de l'art. En fait. Je trouve que c'est des outils très puissants en fait. Mais ces outils très puissants, quelque part ils sont toujours un petit peu orientés vers ou considérés ou perçus. Il faut que je traverse, je vais faire attention là, parce que... selon un habitus, selon un autre habitus qui est du coup un habitus plus bourgeois. Alors c'est pas systématique en école d'art, il y a beaucoup de choses super intéressantes, ça dépend un peu aussi des professeurs, des points de vue, puis il y a une grande écoute aussi, c'est pas ça. Mais simplement il y a quand même une tendance là-dessus, une tendance qui fait me sentir bizarre, parce que il y a plein de trucs qui sont un peu sidérants, je me dis mais en fait où je parle d'un truc, j'ai l'impression d'être compris, et puis après je me rends compte que ça n'a pas été compris, et qu'en fait ça a été compris très différemment, et que c'est comme s'il y avait deux perceptions des choses très différentes. Quand je parle des menaces, de paranoïa, de qu'il faut se défendre par exemple, c'est vrai que si en face de moi j'ai des personnes qui n'ont jamais eu à faire ça, qui ont vécu dans un petit monde où tout va bien, où ils ont jamais eu à se défendre d'agressions permanentes, où ils ont jamais eu à vivre dans une forme de violence, qui est là quand même, qui est une violence de classe, parce qu'elle existe, c'est pas une invention des sociologues. Du coup forcément ça fait bizarre, parce que je me dis mais à qui je m'adresse finalement en face de moi? Est-ce que j'ai des gens qui vraiment comprennent ce que je peux vivre ou pas, et que là j'ai un peu un privilège d'accéder pendant 5 ans en école d'art à un endroit où justement on est censé être un petit peu protégé, faire un peu ce qu'on veut, et donc du coup d'avoir une espèce de tour d'ivoire dans laquelle on peut essayer de trouver des outils pour pouvoir se défendre après. Moi c'est un peu comme ça que je le vois aussi quelque part. C'est-à-dire de trouver comment mais c'est pas normal. L'école d'art n'est pas un endroit naturel. L'école d'art elle est construite parce que justement elle se construit sur un déni ou sur une protection de tout ce qui peut y avoir de violent aussi à l'extérieur par rapport à ça. Donc, et en fait quand j'ai en face de moi du coup des gens qui comprennent pas ça et qui pensent que c'est un dû et puis tout va bien, il y a quelque chose d'assez violent là-dedans aussi. Il y a un truc qui moi je dis pas que je suis quelqu'un justement de complètement
droit et honnête. Je crois que voilà, c'est comme si j'avais essayé de m'échapper, de refuser un monde social qui était violent, et en même temps je suis pas sûr de faire ma part non plus, hein. J'essaye d'échapper en fait aux formes de violence, mais en même temps du coup quelque part peut-être que j'envoie d'autres personnes les prendre à ma place, je sais pas. Quelque part c'est mes parents qui payent mes études, donc moi là par exemple je profite de mes parents et je les exploite, et du coup ça me fait un peu bizarre, et en même temps moi je me dis j'en ai besoin un peu, enfin j'ai l'impression d'en avoir besoin, et j'ai l'impression que j'espère en faire quelque chose d'utile, parce que si je fais pas ça, j'ai l'impression de toujours de me confronter à quelque chose de beaucoup plus dangereux et violent. J'ai l'impression que je serais pas utile si j'ai l'impression d'être plus utile en école d'art à comprendre ces choses-là. J'ai l'impression que c'est plus important pour moi, mais surtout pour les gens qui, comme moi, ressentent ça et peuvent essayer de le comprendre un peu mieux. J'ai l'impression que je fais ici un travail quelque part qui n'est pas perdu. Alors que si je travaille, je sais pas moi, dans un travail manuel, comme ça, j'ai l'impression que tout ça sera perdu, quoi. J'ai l'impression que ça ne servait à rien, que ça reproduit des formes d'exploitation. Donc j'ai quand même l'impression que, voilà, quelque part apprendre avoir un accès à la culture, etc., à la culture bourgeoise, ou à un monde intellectuel, mais qui quand même fournit des armes super intéressantes, et super importantes, comme des écrits théoriques, etc., qui m'offrent beaucoup de choses. Moi, ça me permet, je trouve, de pouvoir en fait, c'est dans une logique un peu militante ou activiste, hein, mais de pouvoir se dire comment on peut, à partir de ça, aider les choses, et que les choses se passent mieux. C'est ça que je souhaite faire un peu. Et le problème, c'est qu'en effet, ça marche quand t'es un neutre, en fait. Mais si du coup, alors c'est pareil, c'est pas aussi binaire, mais si justement au sein de l'école on reproduit des rapports de classe, du coup tout devient beaucoup plus compliqué. Voilà, forcément. Du coup, qu'est-ce que je fais là, quoi? Moi je viens là pour qu'on puisse justement alors pas que, hein, mais voilà, qu'on puisse comprendre à peu près des violences, des souffrances, des choses, et que comment on peut justement être ensemble pour éviter ça. Mais si en face de moi j'ai des gens qui sont justement pas dans une logique d'être ensemble, mais dans une logique d'être contre, entre guillemets, d'être pas de contre, mais de ne pas comprendre, de ne pas avoir des perceptions, et qui par ignorance ou par peur ou par je sais pas trop à quoi ça veut dire, mais qui ne veulent pas voir ça, du coup j'ai quelque part là pour le coup je perds mon temps, quoi. Bon, c'est pas grave, mais je trouve ça bien en fait de pouvoir ça va aussi comprendre aussi quelque part qu'est-ce qui a fait que je suis venu dans l'école. Et c'est comme si cette chose-là c'était un peu inconscient en fait. Je suis venu dans l'école parce que c'était émotionnellement et instinctivement ce qu'il fallait que je fasse. Mais je l'ai pas conscientisé. Et peut-être que si j'avais conscientisé à ce moment-là, ça aurait été compliqué à conscientiser, parce que ça m'aurait mis dans des conflits psychiques que je ressens maintenant. C'est comme si en effet, comme dit Édouard Louis, quand c'est pas ça non plus pour moi. Je pense qu'il y a encore un peu d'espoir. Mais voilà, dans les classes populaires, et j'ai pas non plus vécu des gros trucs comme ça, mais c'est mourir ou mourir, quoi. Il y a un côté, c'est juste, hein, c'est-à-dire que soit on travaille dans des boulots aliénants possibles, soit on n'a pas d'argent, il y a un côté comme ça. C'est vraiment, c'est binaire, c'est pas compliqué non plus à comprendre, c'est quelque chose, et c'est des choses que j'avais essayé de dire aussi en école d'art. Je vais faire une prof qui me disait mais non, tu vois tout en noir, etc. Enfin, il y a un côté vraiment de... C'est comme si quand j'avais essayé d'en parler, on m'avait un petit peu fait culpabiliser de ça, un petit peu. J'ai un peu j'ai l'impression de culpabiliser en école d'art, d'avoir cette vision-là un peu des choses. Alors que quand j'en parle avec des amis qui pour le coup sont pas à l'école d'art et j'ai l'impression qu'ils comprennent assez bien ce que je dis. Enfin, voilà, c'est un ressenti quand même. C'est quelque chose de... Bon, on n'est pas con, quoi. Enfin... Donc là, il y a une espèce de... Voilà. Alors après, c'est tout ce truc-là, en fait. C'est moi aussi que j'essaie de comprendre quelque part. Il y a du coup une classe bourgeoise qui détient un capital économique. Ça, c'est un peu évident, quand même. Et il y a aussi du coup une classe intellectuelle. On peut dire une élite, on peut dire. Je sais pas si on peut dire élite ou classe. Bon, il y a le terme d'élite qui est utilisé dans la vidéo, mais qui détient des moyens de production intellectuelle. Donc ça va être les philosophes, ça va être les artistes, etc. Et qui eux du coup peuvent parler, peuvent s'exprimer. Alors que d'autres peuvent pas, en fait, les ouvriers, etc. ont pas accès à ces mêmes outils-là, en fait. Et je crois que ce qui m'intéresserait, c'est pas tant de il y a des démocratiser les outils de production économique, mais surtout de démocratiser les outils de production intellectuelle. Et que
c'est comme s'il y avait ce truc-là, comme si j'arrivais de milieu, et encore, je suis pas vraiment pas le plus à plaindre, hein, vraiment pas. Parce que j'ai l'impression d'avoir été quand même sacrément privilégié quand j'étais jeune, et d'avoir pu justement accumuler pas mal de capital culturel. Mais c'est comme si je me disais, est-ce que j'essaie pas est-ce qu'on ne pourrait pas démocratiser la fonction intellectuelle et rendre accessibles les moyens de production intellectuelle et artistique. Et ça, le problème, c'est que c'est compliqué parce que là, justement, en école d'art, d'accord, on a accès à des outils, à des moyens, de matériel, bon, et ça, tout le monde n'y a pas accès déjà. Mais surtout, on a accès à du temps libre. Et en fait, il y a peu de gens qui ont vraiment du temps libre. Il y a peu de gens qui peuvent aussi librement s'exprimer sans qu'ils soient aussi stigmatisés, etc. Enfin, il y a d'autres choses. Et c'est pour ça que je sais pas si j'en parlais hier, mais c'est très différent. Si là, je me dis, tiens, je sors d'une école d'art, j'ai un diplôme, c'est comme si j'avais une sorte de validité à parler. Alors que si je me disais, validité à parler, et en même temps, c'est comme si je me sentais un peu dans une situation un peu compliquée, ce qui fait que quelque part ma parole a beaucoup plus de poids, donc faut faire super gaffe à ce que je dis, quoi. Il y a un côté comme ça. J'ai l'impression que c'est pas pour prendre la grosse tête, mais il y a un côté quand même il y a une sorte j'ai une légitimité en tant d'état à parler en tant qu'artiste, parce que voilà, j'ai fait des études, alors je sais ce que c'est, je connais mon sujet, un truc comme ça, quoi. Alors qu'en fait, pas spécialement, enfin bon, c'est juste que j'ai eu du temps libre, et que j'ai bossé, pas que du temps libre non plus, il y a plein de cours et tout ça, mais pourquoi j'aurais plus de légitimité à parler sur l'art ou sur la religion ou sur la politique que d'autres personnes? L'art, c'est un sujet politique comme un autre, et c'est un sujet sociétal, et donc c'est important ça aussi. Donc là, je suis dans une position en fait un peu d'expert. Cette position d'expert confère un certain capital symbolique, et en même temps ce capital symbolique qui met dans une position un peu bizarre, parce que moi ce que j'aimerais justement, c'est qu'il n'y ait pas de capital symbolique. Et bon voilà, et en même temps c'est pas une solution de se dire aussi, je fais pas d'études, j'en ai rien à foutre, voilà. Parce que je voulais aussi, je crois que c'était ça aussi dans l'école d'art, je voulais surtout échapper en fait à une condition d'exploiter, d'un côté comme ça, et aussi parce que je voulais me nourrir de culture ou de plein de choses qui m'intéressaient beaucoup. Donc je voulais un petit peu échapper en fait. L'école d'art est un endroit pour m'échapper de quelque chose, m'échapper d'une condition. Et en même temps, maintenant, elle devient fermante, parce que du coup, elle a fait que quelque part, bon, je me suis échappé d'une condition, c'est vrai, mais pour entrer dans un autre truc où les codes sont pas les mêmes, et en même temps où ça me fait j'ai peur de renier, quoi, aussi quelque chose. Parce qu'il y a pas la prise en compte de tout ça, en fait. Il y a pas le truc c'est comme si je voulais m'échapper pour avoir un espace, en fait, depuis lequel critiquer et d'avoir du recul sur ce qui se passe pour avoir. Mais ce recul-là, je veux aussi avoir du recul sur la bourgeoisie, en fait, parce que ça marche pas, sinon c'est pas le même. Bon. Je sais pas si ça me parler de bourgeoisie intellectuelle, je sais pas si c'est grand chose. Peut-être dire élite intellectuelle ou. Moi, ce qui me gêne avec le terme élite, c'est qu'il y a un côté un peu méprisant tout de suite. Comme si on disait les élites, un peu, c'est des méchants. Alors que non, c'est juste, ils ont accès à des moyens de production que les autres n'ont pas, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas parce que Agamben ou Deleuze ont pu écrire des livres que c'est des gens malsains. Enfin, ça veut rien dire. C'est juste que ils ont accès à une classe sociale, à une classe intellectuelle. Ils en défendent plus ou moins inconsciemment des positions. C'est-à-dire que cette position-là est située. Il y a un côté comme ça, en fait. C'est juste que simplement le discours est situé. Il est situé depuis une position et depuis une position intellectuelle. Et peut-être que si justement, Deleuze ou Agamben n'avaient connu pas leur monde intellectuel et avaient été ouvriers toute leur vie, ils auraient écrit autre chose. C'est logique. C'est complètement logique. Voilà. Et ça n'empêche pas que leur pensée soit super intéressante. Et que certainement parce qu'ils peuvent aussi justement parler depuis une position. Ils ont pu la position, c'est parce qu'ils ont pu aussi la construire avec un ensemble de personnes et tout. Mais ce qui est terrible, c'est pas que eux puissent écrire des livres. Ce qui est terrible, c'est que les autres peuvent pas le faire. Donc voilà, un côté comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'essaie toujours de voir un peu qu'est-ce qui manque. Mais Edouard Louis qui disait ça. Il disait quand il est dans un écrit, quand il y a un livre ou n'importe quoi, il dit mais qui c'est qui n'a pas pu écrire ça? Qui c'est qui, non pas qui c'est qui l'a écrit, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans la littérature finalement? Qu'est-ce qui n'est pas là? Où est l'absence? Et moi je pose pareil, je me dis aussi parmi ce que je vois, ça c'est le résultat de quelque chose qui a su apparaître. Mais qu'est-ce qui n'a pas pu apparaître? Qu'est-ce qui n'a pas eu les moyens d'apparaître? C'est ça qui m'inquiète.
quand je l'ai mangé.